je dirais double, est composé d'un certain nombre de thématiques. Donc la thématique principale, c'est celle du pool, donc crime de masse et des civilisations dans le pool. On y reviendra après avoir fait le tour de table. Il y a aussi la partie culturelle qui est bien ancrée là-dessus. Et une partie culturelle, cette fois-ci, qui s'est intéressée non seulement au Congo-Brazza, mais qui a franchi aussi l'autre rive. Et enfin, il y a toute cette panoplie de livres, parce qu'on a beaucoup d'écrivains. Donc, avant de faire un deuxième passage, je pense que je vais passer d'abord la parole à Guy, qui présente la revue, enfin le journal, et après, c'est Alexis qui interviendra. Mais on aura un échange dans la salle, c'est-à-dire que vous allez intervenir, puisqu'on a une question quand même qui est brûlante, que nous allons traiter. Merci. Bonjour. Avec tout ce qui a été dit, je pense que je n'ai pas grand-chose à dire, mais je vais parler quand même de la titrologie du journal. Beaucoup m'ont posé la question de savoir pourquoi la lettre du pôle. D'entrée, c'est un journal régional et d'analyse sur le Congo. Et il est domicilié à Kinkala, dans le quartier Karingwari, et il paraît aussi ici. Par rapport à la situation actuelle que traverse le pays, l'insécurité qui règne dans la région du pôle, le journal est beaucoup plus traité ici et envoyé là-bas. Et nous avons, par rapport à cette situation, la difficulté vraiment de diffuser ce journal comme les autres journaux. Le paradoxe est que ce journal, quoi qu'on dise, n'a jamais été censuré. Bien que, ce qui veut dire simplement que nous essayons d'être justes pour diffuser objectivement l'information dont nous avons. Alors, une large présentation a été faite par M. Mawawa, donc du numéro 00. Je tiens d'abord à remercier tous ceux qui interviennent dans ce journal à titre gracieux, parce que ça prend beaucoup de temps, beaucoup de travail sérieux et beaucoup de recherche. Surtout dans le dernier numéro, vous en conviendrez avec moi, par rapport aux informations qu'il y a vraiment beaucoup de recherches par rapport à la situation du Congo en général et du pôle en particulier. Et ça va même au-delà de nos frontières parce que les recherches qui ont été faites ont même creusé jusque dans les instances qui gouvernent ce monde. Donc pour revenir un peu à ce jour, l'objet de notre échange, de notre rencontre aujourd'hui, c'est d'échanger, de discuter. C'est une rencontre citoyenne qui va nous permettre de dialoguer et surtout de parler de la région du pôle et de ce qui se passe actuellement. Ceci étant, la lettre du pôle n'est pas seulement pour les gens de la région du pôle. La lettre du pôle est un journal congolais, donc c'est un journal pour tous les Congolais et les amis du Congo et tous ceux qui s'intéressent au Congo. Et ceux qui veulent s'informer, en tout cas, sur le Congo. Donc, en gros, sur cette titrologie, voilà ce que je voulais dire, parce que beaucoup m'ont posé la question, pourquoi la lettre du pôle? Pourquoi vous ne l'avez pas intitulée autrement? Et parce que, bon, simplement, je voulais commencer dans cette démarche par la lettre du pôle, et puis d'autres lettres peut-être, sinon d'autres régions. Quel était le but? Maintenant, je vais donner la parole. Je pense qu'on aura un échange assez fructueux et que nous partirons chacun avec un enrichissement personnel
dont nous aurons tiré profit et des arguments des uns et des autres sur la situation qui nous préoccupe en ce moment. Donc voilà ce que je pouvais dire en gros pour la lettre du pool. Et donc je passe la parole à M. Miayoukou. Alexis. Merci, je vous dis bonjour et bienvenue. L'objet de mon propos, c'est présenter effectivement la question de l'heure. C'est la question liée à la situation du pool. Et la lettre du pool s'est préoccupée de la situation depuis janvier. Et le numéro donc 1 qui était sorti en janvier, que vous avez au fond, évoquait la question du pool oublié des scrutins de 2002. Parce que beaucoup de gens ne réalisaient pas que le pool n'a pas eu de députés ou des responsables locaux élus entre 2002 et 2007. Et ça a été donc une région oubliée. Le pool n'a pas voté Sassou Nguesso en 2002. Parce que lorsqu'il y a cette élection, le pool se trouve en situation d'occupation militaire ou de la situation qui est déjà aujourd'hui la présente. Et dans ce même numéro, on s'est interrogé déjà sur la problématique du pool. On se posait la question, pourquoi ? Pourquoi le pool ? Et vous aviez donc le principe de la lettre du pool, c'est chaque fois faire un dossier sur un personnage, sur des figures de l'histoire, liées au thème que nous abordons. Donc, on avait commencé à publier un dossier sur André Grenard-Matsoa. C'était en fait, sans le dire, une façon de dire, et si le problème était cet héritage d'une certaine façon de se comporter, de vivre la politique, qui est au pool, qui pose problème. Donc c'est pourquoi on avait voulu que les gens explorent mieux André Grenard-Matsoa pour qu'ils réalisent qu'il y a des racines dans les comportements du pool, il y a des racines assez profondes. Et en même temps, nous avions pris quand même quelques modèles, on a fait parler dans ces journaux des artistes, des gens qui ont fait le temps en fait du Congo naissant. Donc c'était le numéro 2, vous pourrez toujours aller plus loin. Et dans le pool, oubliez les scrutins de 2002, on se posait une question en janvier. Est-ce que les échéances anticipées de mars 2016 n'allaient pas reproduire l'histoire? Et c'était écrit à cette date-là. Et la lettre 2-3 qui est là, donc qui a commencé, qui devait paraître après juste les élections à la fin du mois de mars, a été ajournée pour les raisons que le directeur de publication a expliquées, parce que l'information commençait à devenir difficile à maîtriser. Donc on s'est intéressé à la situation et on a essayé de voir évoluer la situation avant de donner un avis. Et l'avis, c'est crime de masse et décivilisation dans le pool. Pourquoi l'indifférence? Pour l'expliquer, on a pris le cri d'appel de Monseigneur Portela. Parce que Monseigneur Portela, quand il passe à Paris, il lance un cri d'appel, un cri d'alarme sur le pool. Il commence déjà à expliquer quelque chose qui va rentrer peut-être dans le débat tout à l'heure, que les ONG ne sont pas autorisées à y aller à partir du moment où le bombardement avait commencé. Donc le 6 avril, les ONG internationales, ordinaires, étaient déjà empêchées d'aller dans le pool. Donc, vous voyez, aujourd'hui, pendant 6-7 mois, la situation est restée la même. De même, on a jugé que le principal, les acteurs de la situation que nous avons beaucoup rencontrés, Maître Bernard Abédé Ganga qui est là, qui a écrit une lettre au président de la République française à une date où la situation n'était pas déjà aussi enfoncée qu'elle l'est aujourd'hui. Donc, il est là, il pourra évoquer les différentes inclinaisons de sa pensée. De même, le rapport de l'ONU de Maître Massimo Thiassé, nous en avons fait encore un bref aperçu. Et en même temps, nous avons essayé de tirer les dernières leçons de la question Matsoa, pour la rappeler dans cette lettre. Alors, il y a encore quelques éléments d'information politique qu'on veut quand même qu'on partage de plus en plus. Vous verrez, sous forme de dessin à la fin, connaissez-vous la Franc-Afrique? C'est un clin d'œil pour que les gens commencent à s'intéresser réellement aux situations. Et personnellement, j'ai été très préoccupé par le devoir de mémoire, parce que
vous verrez en arrière-page, la page de fin, il y a un rappel de quelque chose du professeur Pascal Issoula. Et on a dit un bon exemple d'élégance et de grandeur républicaine. Mais c'est 94. Parce que lorsqu'il accepte de publier un décret qui permet, à la suite du Forum national, il met en place un décret où sont membres de la commission chargés de faire quoi? De toucher aux deux choses qui aujourd'hui posent problème, l'armée et la justice. Donc, il accepte que le gouvernement soit dépossédé du droit, et parce que l'opposition de l'époque. Et Sassou Nguesso est membre ici de la commission, du haut comité, où il y avait les anciens chefs d'État, Yombi, il y avait les anciens premiers ministres, il y avait les représentants de l'opposition, de la majorité. Et ils se sont retrouvés dans le forum de l'UNESCO pour trancher, après ça donnait le gouvernement 60-40. Mais on a pensé que, vous voyez, la situation d'aujourd'hui, ce que l'Issouma a été capable de faire, pour 1000 fois rien, moins que ça, aujourd'hui, pour 1000 fois plus que ça, Sassou Nguesso n'est pas capable de reculer d'un pas. Et c'est vraiment symptomatique de ce qui est la question d'aujourd'hui. Ça permet aux gens de voir que le cheminement est assez biaisé. Et vous verrez également dans ce texte que les questions que nous nous posons sont également évoquées par d'autres dans d'autres pays. Il y a eu une grande rencontre, un grand séminaire en Hollande où la question c'était Matsua. Mais là aussi, vous avez des chercheurs européens et tout qui commencent à chercher à comprendre pourquoi le pool. Et c'est beaucoup de questions à explorer davantage. Et donc je ne vais pas aller plus loin, mais nous reviendrons sur les différents éléments dont nous évoquons. Mais l'essentiel, c'est surtout la relation qu'il y a entre une région qui a une histoire, et chaque fois qu'on reparcourt cette région, on se rend compte que son histoire est intimement liée à l'histoire des autres. Donc c'est très faux de vouloir la séparer des autres. Mais quand on lit bien, on se rend compte que c'est plutôt une question nationale que la région porte sur elle. Donc les meurtres d'aujourd'hui, l'indifférence qu'on note ci et là, c'est parce que c'est la question nationale qui est cachée, qui se cache derrière. C'est le fameux problème du pouvoir au service d'un certain nombre de causes. Donc je vous remercie et puis je vous inviterai au débat après. Déjà, je tiens à remercier ceux qui m'ont dévancé, et particulièrement mon grand frère Mawawa pour l'initiative d'avoir publié par une lettre du pôle, peu importe ce que l'on peut dire, mais au moins ce qui compte, c'est trouver la trame qui permettra de publier des informations pour que les gens lisent, que les gens apprennent et que les gens s'informent finalement. Et donc j'ai retrouvé dans cette lettre du pôle la lettre que j'ai à transmettre, à écrire à M. Hollande. Alors je pense que j'ai la lourde tâche finalement de rentrer dans le vif du sujet, de la question qui va certainement être l'objet du débat. Un débat constructif, j'imagine. Mais il s'agit, je pense, d'ébaucher des solutions. Qu'on se partage un peu toutes les difficultés, et si on arrive à surmonter, notamment les intellectuels, c'est, je crois, le moment plus que jamais pour pouvoir surmonter nos difficultés et trouver la solution pour notre pays. Parce que ça devient quelque chose, j'allais dire, c'est une exigence morale désormais. Une exigence intellectuelle, mais une exigence morale que nous ayons à trouver une solution pour ce pays-là. Je n'ai pas besoin de rappeler ici combien de générations ne peuvent plus vivre au Congo, ou du moins ne savent plus rien de ce que peut être le Congo. On n'a pas pu avoir, si vous voulez, cet échange de générations avec les autres générations. La première qui passe le témoin à l'autre qui arrive, qui avance. On n'a plus ça. Et moi, aujourd'hui, à l'âge où je suis, 55 ans, je considère que je serai sur le point de partir pour laisser le témoin aux autres.
Mais si nous n'en sommes encore là, c'est qu'il y a un problème. Comment ceux qui sont à 80, 70, 75 ans sont encore là? Et les générations s'accumulent. Il y a une forme de saturation au portillon de la sortie des générations. Et donc je me suis permis quand même, après avoir... Parce que, dites-vous bien, j'ai bénéficié de la bourse congolaise. Et j'en suis très fier. J'ai bénéficié de l'école publique. Et j'en suis très fier. Et donc, venu en France avec la bourse congolaise, je pensais, mais je ne me détourne pas et je ne me déjuge pas, je pense qu'il était utile quand même de rentrer dans mon pays après avoir obtenu un certain nombre de diplômes, après avoir acquis un certain nombre d'expériences, que j'aille partager modestement, petitement, le peu que j'avais à donner donc à d'autres générations, qui seront certainement meilleures que nous. Et voilà comment je suis rentré au Congo. Professeur d'université à Brazzaville, à la faculté de droit, et avocat, après avoir exercé pendant 10 ans à Paris, et je rentre dans le pays. Et évidemment, ça n'a pas été facile. Mais je me suis intéressé quand même à la justice de mon pays. Et très tôt, j'ai remarqué que le pays couvait sur 2 tares, l'injustice et le mensonge. Et surtout, une forme d'association de médiocres. C'est un peu dur ce que je dis, mais je vous assure que c'est ce que j'ai constaté. C'est plus grave parce que vous avez des gens, et le Congo a beaucoup formé, et que les gens qui ont été formés, qui ont la connaissance, et c'est certain qu'ils ont la connaissance, qu'ils acceptent volontairement à devenir médiocres, c'est encore plus grave que ceux qui ont eu la formation nécessaire. Et donc, lorsque je rentre dans ce pays, mon combat, c'est le combat pour la justice. À l'inverse, donc, le combat pour le refus des injustices. Et, s'il voyage, il faut l'interdire de voyage. Vraiment, dites-moi, quel est le niveau d'un tel président dans ce pays-là? C'est que dans son agenda, il vérifie si X va voyager. Mais il ne voyage même pas avec l'argent de l'État, mais il paye son propre billet. Donc ce qui n'a aucunement d'impact sur le budget du Congo. Sinon, en sens inverse, puisqu'il paye un billet, il y a des droits, il y a le fisc. Donc, il renfloue le caisse de l'État. Mais non, il ne doit pas voyager. Et ça sera un des premiers dossiers que je vais amener à la justice congolaise. Et à partir simplement de ce petit dossier, je vais me rendre compte que de ce point. Donc vous vous rendez compte? Mais c'est des magistrats qui ont 20 ans, 30 ans de carrière. Alors va arriver le dossier le plus grave. C'est le dossier des explosions des casernes de Mpila. Et c'est là, pour ceux qui se demandent, mais Sassou, ceci, Sassou, cela, je coupe très rapidement. Pour moi, Sassou est un grand criminel barbare de la tribu Mouchi. Il n'est rien d'autre que ça. Ce n'est pas les Mouchi, mais il est un barbare, un criminel de la tribu Mouchi. Et je vais vous expliquer. Ce monsieur a développé ce que l'on appelle la théorie de la substitution des coupables. C'est-à-dire, le responsable c'est lui, mais il va toujours trouver les coupables ailleurs. Alors, les explosions des casernes de Mpila. Voilà un 4 mars, un dimanche, Dieu merci, ce n'était qu'un dimanche. Il y a explosion des casernes des militaires à Mpila. Là-bas, il n'y habitait que des militaires. On y plaçait des munitions et comme ça.
il y a eu plusieurs morts, des blessés matériels. Est-ce que vous savez que jusqu'au moment où je vous parle, pour ceux qui sont juristes, ils comprendront. Aucune information judiciaire n'était ouverte ou n'a jamais été ouverte jusqu'à aujourd'hui, alors qu'il y a eu des morts. Or, dans le système qui est le nôtre, dès qu'il y a mort suspecte, peu importe, on doit ouvrir une information, le procureur doit se déplacer pour vérifier, faire des expertises nécessaires. Ah, il s'est suicidé, bon, on clôt, il s'est suicidé. Donc là, il y a eu plusieurs morts. Les instances judiciaires ne se sont jamais déplacées. La police s'est jamais déplacée. La gendarmerie s'est jamais déplacée. Aucune plainte avec constitution de partie civile n'avait été déposée. Avec autant de morts. Et qu'est-ce qu'on apprend? 3 semaines après, ah bon, on va mettre en place une enquête, une commission d'enquête du Conseil national de sécurité. Donc sur le plan judiciaire, jusque-là, rien. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a rien eu. Circuler, il n'y a rien à voir. Et le Conseil national de sécurité, qui est le président de la République. Et c'est cette commission qui va maintenant mener une enquête. Mais c'est une enquête administrative dès le départ, qui devait seulement se passer dans les casernes, c'est-à-dire que les leurs militaires et consorts. Non, qui n'avaient pas autorité d'arrêter qui que ce soit. Il s'agit seulement d'entendre pour faire le point, donner l'information, le rapport donc au président de la République, et puis bon, se voir pour ne pas que la prochaine fois ça ne se répète. Non, 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 cette commission-là commence à arrêter les gens, commence à torturer les gens. On les amène à Itatolo, et vous savez ce qu'on leur demande? Ah, dites que c'est Nsuru. Bon, Nsuru n'a jamais été là-bas. Il n'a jamais géré ces casernes-là. Il n'a jamais mis pied là-bas. Et on amène les enfants à Itatolo, on creuse, on les met là-dedans. Si vous ne dites pas que c'est Nsuru, on ne vous sort pas. Mais face à ça, vous vous attendez à quoi? Les pauvres petits? Et bon, c'est Nsuru, parce qu'il faut qu'ils sortent là. Mais quand il arrive, quand on l'interroge, il dit non, 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 moi je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Ça vous rappelle quelque chose? Moi, ça me rappelle le procès Marien Ngouabi, le même mécanisme. Et pour avoir suivi ce dossier, je vous dis, si vous prenez le dossier Marien Ngouabi, le procès Marien Ngouabi, vous prenez le dossier Nsuru, c'est exactement la même chose. Exactement la même. Les mêmes méthodes. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un criminel qu'on n'a pas encore arrêté jusque-là. Il y a un criminel qu'on n'a pas encore arrêté. Il court encore. Et voilà comment le dossier Nsuru va arriver. Mais mieux, ce n'est pas tant le dossier Nsuru en tant que tel. J'arrive maintenant à la justice. Le dossier a été instruit par le Conseil national de sécurité, c'est-à-dire le président de la République. Ils ont pris les pauvres petits, les Nsuru, tous arrêtés, on les amène à la justice. Mais la justice n'a jamais ouvert une quelconque information. La justice n'a jamais été informée de quoi que ce soit. Alors, ils reçoivent un dossier comme ça. Ils prennent les gens, tous en prison. Question, mais comment vous avez fait pour recevoir un dossier qui vient du Conseil national de sécurité, organe qui n'est même pas inscrit dans le code de procédure pénale? Les magistrats du Congo ont pris le dossier. Mais je vais vous dire, parce qu'il faut le dire, ça s'est passé entre les mains de qui? Et Sami Ngatse, le nom vous dit quelque chose, il est d'où? Le doyen du juge. Au Kongakala, le gesticulant que vous voyez là. Hein? Ce petit pygmée. Donc vous voyez, du nord. Ça monte à la cour d'appel, à Pes. Il est d'où? Du nord. Ça monte à la cour suprême. Là-bas, il y a qui? Akira. Il est d'où? Du nord. Le vice-président Bouka, le Bouka que vous avez vu là, que j'avais déjà traité à l'époque, j'avais déjà traité que c'est l'un des plus grands tricheurs que Satan n'avait jamais créé. Vous avez vu ce qu'il a fait aux élections? Mais moi, je l'avais déjà dit avant. Et c'est lui qui est venu publier les élections. Les résultats des élections. Ça arrive entre les mains de qui? De Lenga. Ah, enfin, ça change un peu. Mais en réalité, Lenga, ce qu'il faut savoir de Lenga, c'est quoi? C'est que lorsqu'il est bon juriste, il s'appelle Lenga. Lorsqu'il est mauvais juriste et qu'il sert, il s'appelle Elenga. Voilà. Donc en fait, le dossier de Nsuru n'est passé qu'entre les mains des gars du Nord. Je n'ai rien contre eux. Mais je fais la démonstration pour
pourquoi est-ce que ce dossier n'est passé qu'entre les mains de ces gens-là et que finalement, à la fin, Elenga Placide, qu'est-ce qu'il fait? Obligé, compte tenu du fait, mais là, je ne vous ai même pas parlé des pressions que j'ai subies. C'est pas la peine que j'en parle. Mais j'ai ferraillé avec le droit. Et à la fin, Elenga Placide n'avait plus rien à faire. Le dossier était tellement bloqué. Le président faisait pression. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé un texte qui n'existe pas. Ils sont arrivés jusqu'à inventer un texte qui n'existe pas. D'où à la fin, je suis l'un des rares, j'ai déposé plainte contre Sassou. Cette plainte est à l'Assemblée. Donc, je dépose plainte contre l'armée, mais l'armée, c'est parce que toute l'armée ira attaquer Nsourou plus tard, lorsqu'il sortira de sa prison. Et pour vous dire un peu pourquoi tout ceci paraît si simple, vous verrez par exemple dans l'armée, donc vous avez le général lui-même, Sassou, après suit Richard Mondio, ministre de la Défense à l'époque, Guy Blanchard Okoy, Moigny, général de la brigade, Chikaël, état-major de l'armée de l'air, Niakolo, commandant de la zone. En tout cas, vous verrez que la plupart des gens sont tous de ce côté-là. Donc, alors, pourquoi, lorsqu'on fait maintenant le lien avec le pool, c'est quand même étonnant. L'affaire a commencé le 4 mars, le 4 avril des élections. Vous savez, ce système-là, il faut aller sur le plan du droit, si vous voulez vous en sortir. Nous savons tous que Ntoumi et Sassou avaient soi-disant signé des accords, non? Des accords de paix. Donc il y avait des parrains. Mais regardez que le 4 mars, le 4 avril, la nuit où il proclame ses résultats, le 4 là, soi-disant que le commissariat a incendié. Bon, qui a incendié? Comment ça se fait que la nuit du 4 là, le pouvoir sait que c'est Ntoumi qui a incendié. Le pouvoir sait que les accords, donc les accords sont pratiquement rejetés. Donc c'est le pouvoir, la même nuit, le pouvoir a tout statué. Comment est-ce que c'est possible? Donc, ne vous posez pas la question. Aujourd'hui, l'affaire du pool, c'est simplement, je pense que pour Sassou, il faut exterminer cette région. Et j'en viens finalement à la lettre quand même qui a été publiée dans la lettre du pool, la lettre au président Hollande. Pourquoi j'ai écrit au président Hollande? Et parce que je pensais que le silence de M. Hollande devenait quand même assourdissant. Et que dans cette démarche, finalement, Sassou n'est pas seul. Il est encouragé. Il est encouragé par ceux d'ici. Parce que comment ça se fait? Qu'on le veuille ou non, et je veux m'arrêter là, peut-être pour le débat, si Mokoko gagne, ou si Koela gagne, la question, est-ce que ceux qui ont gagné Mokoko ou Kolela, ce n'est pas des Congolais? Si c'est des Congolais, où est le problème? Donc voilà, dans un premier temps, ce que j'avais à dire. S'il y a des questions là-dessus, aussi bien sur la lettre, mais je peux déjà vous dire que je n'ai jamais reçu de réponse. Hein. Je n'ai pas reçu de réponse et je pense que je n'en recevrai jamais, bien sûr. Hein? Donc voilà. Voilà, monsieur Moro, ce que j'avais à dire. Vraiment... Et après, je reviendrai sur les massacres qui constituent véritablement le génocide dans cette région-là. Merci, maître. Donc, à ce niveau de présentation qui était un niveau introductif, je pense que par ce qui a déjà été dit, on va prendre une première série de questions. Donc soyez bref dans les questions, dans la prise de parole, pour que tout le monde puisse participer. Et puis après, on passera à... Alors, donc, nous avons celui qui a commencé, après c'est M. Baouna. Donc je vais prendre les notes, parce que c'est mieux. Voilà, donc... Madame Sadio, M. Baouna, et puis M. Moussoso. M. Lubello. Voilà. M. Lubello.
Alors, Je ne sais pas pour t'insulter ou te critiquer, je crois qu'en croyant au droit au Congo, je me demande si tu n'as pas été un peu naïf. Parce que moi, je n'y crois pas. Bien. Maintenant, passons au pool. Hier, j'ai fait 2 plateaux. Un plateau télé, Africa 24, et puis une radio France Inter. Et l'après-midi, pendant que nous débattions sur le plateau d'Africa 24, avec le représentant de M. Ntoumi envoyait des SMS. Il les a montrés en direct à la télé. Si vous regardez Africa 24 ce soir à 18h, heure de Paris, je crois que vous verrez ça. Monsieur Nitou Somba. Voilà. Maintenant, la question que je me pose est la suivante. Monsieur Ntoumi est-il traqué réellement? Deuxième question. Pourquoi, si Ntoumi était un terroriste, pourquoi ces maisons demeurent-ils debout? Alors à Alep, par exemple, je crois que les maisons des terroristes ont été bombardées, détruites, pour ne laisser aucune trace. Mais pourquoi jusqu'à présent les maisons de Ntoumi ne sont-elles pas bombardées? C'est la question que même j'ai posée au représentant de Ntoumi, qui a failli l'énerver d'ailleurs. Donc ça a failli être une cour de récréation sur le plateau. Donc il faudra, comme l'a dit Sadio, faudra peut-être dépasser le stade du constat. Il faut passer à l'analyse. Un peu de lucidité. N'y a-t-il pas un jeu de dupe? Moi, je peux vous raconter quelques anecdotes. Il y a un général qui me disait, ah bon, on nous a demandé de traquer Ntoumi, mais de ne pas le capturer. Qu'est-ce à dire? Là, c'est une question destinée à M. Mayoukou et à Medenganga. Je reviendrai tout à l'heure. Merci. Là-bas. Possibilité de ceux qui ne sont pas du pool. Mais je pense que la situation du pool, eh ben, elle est gérée par l'homme du pool. Serait-il pas possible, avant de commencer ce genre de débat, que nous ouvrons une rencontre des originaires du pool? Et ça, je m'inspire de ce que le chasseur, le fils du chasseur des buffles d'Oyo, qui est devenu le chasseur des êtres humains du pool, a fait à un certain moment quand il a parlé en moshi à ses parents. Donc voilà ce qui est ma doléance. Je ne vais pas trop m'élargir. Je crois que les affaires de famille doivent d'abord être réglées en famille avant de les emmener dans la rue ou de laver les mains comme on a vu. Voilà, c'était ce que je peux dire sur cette rencontre. Maintenant, je suis là, je vais écouter. Et si on pourra peut-être prendre compte de ce que je dis, et c'est ce que j'écris sur la toile, ce que j'appelle peut-être le procès du pool, où on me demande si moi aussi je deviendrai un Okongakala, mais je ne pense pas. C'est plus une expression pour heurter certaines sensibilités, parce que moi qui vous parle, j'ai envie d'interpeller ces Larry que je connais devant les parents. On les connaît. Bon, j'en ai terminé. Oui, ben, merci cher frère. Je suis choqué d'entendre ce que j'ai entendu. Mais bon, il faut bien tout supporter. Maître Nganga, vous décidez de rentrer au pays. Très bien. Tout en sachant que le pouvoir du Congo, c'est un pouvoir dictatorial. Et vous êtes aussi du pool. Il ne faut pas oublier ce que ce pouvoir-là a déjà fait sur le pool. Déjà sous Mariam Gwabi. Et vous savez très bien que s'il y a quelqu'un qu'il fallait me traduire devant la justice, c'était bien Sassou Nguesso lui-même. Parce que il avait violé sa propre constitution depuis toujours, depuis 2002. Moi, j'avais interpellé Maître Malonga quand il passait à Paris, dans les années 2000, je crois, ou 2003 ou 2004. Il était porte-parole de Njo Mathias. C'était à l'hôtel Nouveau-Tel du Châtelet. J'ai dit, Maître Malonga, il fallait porter plainte contre Sassou pour n'avoir pas déclaré ses biens.
C'était la première violation de sa propre constitution. Il ne l'a jamais fait. Ça veut dire qu'il s'est plié. Vous aussi, c'est également pareil. Vous auriez pu commencer par là, comme combat. Vous ne l'avez pas fait. Pour quelle raison, cher frère juriste que vous êtes, ça sous-viole sa constitution et vous vous aplatissez? Moi, j'appelle ça s'aplatir. Vous écrivez à Hollande. Mais Hollande. Mais là, un contentieux. C'est la France coloniale qui a un contentieux contre le poule. Mais tu vois, il avait été sacrifié par le colon. Et vous savez très bien que quand un homme du pôle arrive au pouvoir, la France ne peut pas l'accepter. Ça, on le sait. Il ne faut pas l'ignorer. Milongo, quand il a été élu Premier ministre, il est venu en France pour demander de l'aide. Il est rentré les mains dans les poches sans un sou. Il ne faut pas oublier ça, chers frères. Donc, nous, notre combat, moi, je ne suis pas du poule. Ce sont mes parents qui sont du poule. Mais, par mon nom, je suis du poule. J'ai mes parents dans le poule. Mes oncles, mes tantes. J'ai des tombeaux de mes grands-parents dans le poule, à Gomatete, à Kibwende. Donc, je suis concerné. Mais natif de Potopoto, mais je considère que je suis aussi du poule. Et quand je vois que les poulistes sont des complices de Sassou Nguesso, il faut le dire ça aussi, mes chers frères. Ndalagraï, André Ombessa, Adelaïde Mungane, tous ces gens-là, ce sont des complices de Sassou Nguesso, mais il faut le dire. Et j'ai vu hier sur Facebook, une sœur a affiché la photo d'Nzungu Soul. Moi, j'ai posté un message en disant mais Nzungu Soul, c'était un traître de poule, il était avec Sassou Nguesso. Elle me dit, ah, il a fait, comment tu peux être comme ça polémique? Ma soeur, je me dis que la vérité, mon rôle, c'est de dire la vérité. Je la dirai partout où je passerai, partout c'est la vérité. Ça doit être su par ceux qui ne la savent pas du tout. Et je lui ai apporté des preuves. C'est la photo de Nzungu Soul avec Sassou Nguesso. Il a été contacté par la fille de Sassou Nguesso quand il est passé à Paris. Il lui a fait porter son t-shirt. Il était heureux de le porter. Et d'aller à Brazza rencontrer Sassou Nguesso. Et heureux de rencontrer l'homme qui veut faire disparaître le poule du Congo. Alors, chers frères, il faut aussi mettre le doigt là où il faut, que nous avons nous-mêmes, police, des traîtres au sein de notre région, au sein de nos régions, et il faut commencer le ménage par nos propres maisons. Donc, chers frères, les poules, les poulistes, on les connaît, ce sont des nationalistes. Pas des tribalistes, nationalistes. Ma mère, elle est Larry, son mari est Koyo. Ils se sont épousés, ils se sont mariés dans les années 59 pendant la guerre entre Yulu et Opango. Ma mère a eu avec son mari Koyo 8 enfants. Avec mon père Larry, 2 enfants. En tout 10. Donc j'ai des demi-frères Koyo Larry. Koyo Larry. Donc moi je suis quelqu'un du Nord. Par ce biais-là. Donc chers frères, nous devons dire la vérité. Que Sassou Nguesso, c'est l'homme le plus criminel du Congo. Là, je suis d'accord avec vous, vous l'avez bien dit. Mais nous devons tout faire. Mais comment se fait-il des officiers qui sont dans l'armée n'ont jamais pu mettre une balle entre 2 yeux à Sassou Nguesso? C'est ça la grande question. Et ça, chers frères, tant qu'on ne fera jamais ça, Sassou va tout rester au pouvoir et nous pourrons pleurer ici, partout. Nous allons toujours... Enfin, je m'arrête là. Merci. On répond. Que lorsqu'on parle aujourd'hui de système qui est régi, eh ben c'est un système, quand vous prenez depuis le temps de la naissance du PCT, disons depuis 69,
vous remarquerez qu'ils avaient toujours le congrès, il y avait l'UGC, et dans tous ces organes, il y avait les représentants par département, et ça fonctionnait comme ça tout le temps. Et arrive l'après-conférence nationale, et bien, ça n'a pas tué je veux dire, ceux qui étaient nourris au biberon du PCT sont restés, se reconnaissent dans leur lait. Et il y a des excroissances, il y a des nouveaux. À d'autres époques, on disait, il y a des générations, je veux dire, il y a des générations qui datent des années 60, qui avaient ça en commun, un état d'esprit en commun, qui ont fait le complot, qui a abouti 68. Et puis après, vous avez, tout au long des années 70 et au début des années 80, des nouvelles générations qui ont intégré ce système. C'est souvent lié aussi au fait que vous remarquerez que plus vous sévissez des peuples dans certains peuples, comme vous remarquerez, ce n'est pas spécifique au Congo, hein, les peuples qui sont les plus matraqués sont les peuples qui font le plus rapidement allégeance aussi, au départ. C'est-à-dire que vous avez les cadres qui semblent se détacher pour ne pas être frappés. Mais il y a des réalités que le journal, parce que je pense qu'on discute d'un journal qui essaie d'évoquer des sujets pour qu'on en parle et qu'on enrichisse. Lorsque je pense à cette question moi je les ai appelés les Congos de Yo. Pour ceux qui ont parlé par exemple à la télévision entre-temps là, des ressortissants du pool, que j'ai appelé, moi je les ai appelés les Congos de Yo. C'est pas parce qu'ils sont Congo qu'on va leur empêcher d'avoir l'identité, le mode de pensée de Yo. S'ils ont fait le choix de servir un type donné de régime, de système qui se construit à Oyo, il faut oublier qu'ils sont Congo par le sang, mais ils sont d'Oyo. Parce qu'ils partagent une idéologie d'Oyo. Moi, ce que j'ai dit, c'est comme je peux avoir demain quelqu'un de la cuvette, j'en connais, je suis doué, qui ont grandi tout le temps à Bakongo, mais qui se considèrent comme d'abord des enfants de Bakongo. Et tout à l'heure, le grand frère Loups disait qu'il est enfant de Poto-Poto. Avant d'être Congo, il est avant tout le produit de sa culture, de Poto-Poto. Donc, on peut en parler. Non, excusez-moi, je finis. Je finis. Et je vais vous dire ceci. Lorsqu'on parle du pool, par exemple... S'il vous plaît. Attendez. Non. Attendez. On va donner. Dernier élément. Oui, dernier élément. Il n'y a pas la paix. Il faut connaître de quoi on parle. Lorsqu'il s'agit de la question politique, par exemple militaire aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses que le pool a subies silencieusement. Silencieusement, le plan quinquennal, par exemple, quand il disait l'autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000, lorsque vous prenez les réalisations... Excusez-moi. Vous prenez les réalisations, vous verrez que l'objectif était de sortir le foufou de... Lorsqu'ils ont sorti le foufou, c'était pour que Brazzaville ne soit plus, n'alimente plus. Mais c'est des problèmes à édulcorer. Bon, écoutez, je donne. 72 personnes qui ont porté plainte. Et malheureusement, ils ont eu des risques d'aller voir le commandant de zone, le sous-préfet de Mindeli et le médiateur de la République qui ont dit, bon, écoutez, on va vous indemniser, on va signer, comme ça, le temps qu'on puisse libérer les gens. Ils sont jusqu'à présent, ils demeurent jusqu'à l'armée. Et à Mindeli, il y a Mme Rani qui est là comme députée. Pourquoi on n'en parle pas? Donc, c'est pour dire que cet homme-là n'aime pas les gens du pool. Voilà. Parce que pour lui, d'abord, à Tananga, les gens disent, quand cet homme dit, ah, mais c'est un Bakongo qui est mort. C'est un Bakongo, donc un Bakongo, c'est quelqu'un de rien. On peut écraser. Et surtout, son problème le plus important, c'est qu'il faudra qu'il puisse réduire les locuteurs du pool. Voilà. Donc, je vais terminer là. Mais, mon dernier propos, c'est de vous dire que les plaintes que nous avons déposées, des grâces, nos inspecteurs est complice dans les affaires que nous subissons aujourd'hui. Donc, il faudra qu'on parte en Belgique, hein, pour qu'on puisse au moins voir un peu clair dans cette affaire. Et pour terminer, voilà les propositions que j'ai voulu faire pour les jours à venir. Il
il y a l'ONU, parce qu'avec tout ce qu'on avait écrit, l'ONU a été venue, il y a eu la délégation qui sont là-bas, le ministre Wabiala a dit, vous ne pouvez pas aller nous voir sur votre sécurité. Mais ils ont eu peur parce qu'ils savent que si les gens là, la délégation est rentrée dans le pôle, ils vont voir que dans des endroits où ils ont bombardé, il n'y a pas de base militaire. Vous vous rendez compte? On s'est dit, mais pourquoi nous qui avons porté plainte des tant qu'administration, les victimes de guerre, nous demandons aux avocats qu'on a pris, on va lancer l'appel au niveau de l'ONU et au commissariat des Nations Unies. Il y a certaines ONG qui ont dit à la sécurité de la Fédération des droits de l'homme et tout ça, plus l'administration internationale, pour qu'on forme une délégation pour descendre à Brazzaville. Ça, on n'a pas même besoin de demander de permission d'administration. C'est juste des poules qui vont aller dans le pôle pour aller voir les parents. Et s'il y a des médecins, qu'on nous accompagne. Voilà ce que je voulais dire à ce jour. C'est tout ce que j'avais à vous donner comme information. Merci beaucoup.